Comme il fait un peu froid en ce moment, j'ai mis ma plus belle veste première guerre pour vous présenter ce petit top 10. Alors je sais ce que vous allez me dire, le top 10 c'est un peu un plaisir coupable, mais c'est un plaisir quand même. Et du coup les clichés dans les films, vous savez que j'adore en parler, on en a déjà évoqué quelques-uns dans la réserve, et je vais revenir un peu dessus aujourd'hui pour démarrer l'année, ce sera parfait. Mais avant ça, notre partenaire de toujours soutient cette vidéo, évidemment c'est Raid Shadow Legends. Je ne sais pas ce que vous faisiez ces derniers temps, mais Raid c'est clairement le jeu qui a conquis YouTube et nos mobiles cette dernière année. Et pour 2020, le jeu est désormais disponible sur PC et Mac tout en gardant vos comptes mobiles pour ceux qui y jouaient déjà. On ne présente plus Raid, mais je vais quand même le faire. Il s'agit d'un RPG de Dark Fantasy au tour par tour avec des centaines de choses à faire. On y retrouve du PvE, du PvP, des combats de boss, des donjons, des batailles de clans et d'arènes, bref, chacun y trouvera quelque chose à faire. Il y a plus de 400 champions à collectionner, développer et jouer, et ma préférée, je pense que c'est la prêtresse de guerre. J'ai tendance à préférer les supports dans ce genre de jeu, et celui-ci a un équilibre parfait entre attaque et défense, elle est assez increvable quand elle est bien équipée, comme on dit ça fait le café. Enfin le thé quoi. J'ai testé le jeu sur mon PC, il tourne nickel, pas besoin de machine de folie. Si vous voulez me rejoindre, comme d'habitude, j'y suis sous le nom d'Hydrarius. Le téléchargement est simple et rapide, ensuite il reste disponible sur le PC. Évidemment, c'est entièrement gratuit et on peut quand même progresser facilement dans le jeu. Déjà 15 millions de joueurs, une communauté active qui en parle sur les forums, YouTube, Reddit et beaucoup d'entraide. Raid, c'est vraiment le jeu soutenu par ses créateurs ambitieux pour qu'on y passe un bon moment. Commencez à y jouer en cliquant sur le lien dans la description. Si vous le téléchargez maintenant, vous aurez 50 000 argent et un champion épique dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Si vous voulez aider la chaîne, allez voir le lien dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger le jeu, on s'y attache vraiment très vite. Merci à notre partenaire Raid Shadow Legends. Sur ce, on passe dans le vif du sujet et les 10 clichés les plus insupportables dans les films historiques. Alors, les armures à géométrie variable, pour un spécialiste du matériel comme moi, c'est la plaie dans les films, c'est la plaie. Mais en fait, ça s'explique très facilement. Pour vous expliquer, c'est parce qu'en fait, parfois, donc tous les personnages, souvent Moyen-Âge et Antiquité, ont des armures, des pièces d'armure, des choses qui les protègent de manière générale. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui font ces films n'ont aucune connaissance de ce qu'est une vraie armure, en fait. De ce qu'est une vraie armure, de ce qu'est une vraie protection historique. Du coup, ben, ils les arrangent un petit peu en fonction du scénario et de ce dont ils ont besoin. Donc parfois, l'armure protège à peu près de tout. Je pense qu'on pourrait tirer dessus avec un lance-missile, l'armure protégerait. C'est souvent le héros, d'ailleurs, bizarrement, qui a l'armure qui protège de tout. Et puis dans d'autres cas, eh bien, l'armure protège d'absolument rien. On dirait une armure qui est faite en papier crépon, et c'est particulièrement visible dans The Witcher. Alors quand je parle d'armure en papier crépon, je parle pas de l'armure des Nilfgaardiens, même si... Non, je vais pas en parler en fait, ça va m'agacer. Mais bon, il y a des personnages qui ont des armures qui sont très bonnes en soi, qui sont visuellement très très chouettes. The Witcher, je parle de la série évidemment, parce que le jeu vidéo, on en reparlera un jour, il est fantastique, le 3. Et voilà, donc les personnages qui ont des armures dans The Witcher, en règle générale, le moindre coup sur l'armure la fend en deux. c'est presque... c'est affolant, je trouve ça affolant. Et parce qu'en fait, c'est très très peu crédible, une armure elle est faite pour protéger, il faut aller chercher les endroits sensibles, il faut aller chercher les endroits où l'armure ne protège justement pas, et ça peut être très compliqué, il est souvent bien plus pratique d'ailleurs, de soumettre, c'est-à-dire de... Le micro est tombé. Donc il est souvent plus pratique de soumettre quelqu'un en armure, c'est-à-dire de l'immobiliser, et ensuite éventuellement de le rançonner, plutôt que d'essayer de le tuer en fait de manière brute, parce que en fait il est très bien protégé. Donc les armures à géométrie variable, vous regarderez maintenant dans les films, parfois les armures protègent de tout, parfois elles ne protègent de rien, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais aussi ce programme, pour vous montrer ce qui protège ou non avec une armure, et ce que les armes peuvent faire. Voilà, on passe au cliché suivant. Le bien et le mal, c'est quelque chose d'incroyable dans les films. Je sais pas trop pourquoi, il y a une espèce de notion, alors si c'est lié à la religion ou quoi, il y a plein d'explications là-dessus. Ça pourrait être intéressant d'en faire un hors-série un jour, mais quand vous regardez un film historique, il y a toujours besoin de mettre en scène le bien et le mal. Il n'y a pas d'entre-deux. Il faut qu'il y ait une vision du monde qui est manichéenne, c'est-à-dire divisée entre le bien et le mal. Et donc vous avez des héros qui sont très très gentils, qui luttent pour la survie et la sauvegarde de tous et la liberté et machin, et en face de l'avoir des méchants très très méchants. Ils sont tous très 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 méchants. Ils tuent les gens pour rien, ils sont souvent habillés en noir, ils ont des barbes, enfin... Ça, historiquement, ça n'a absolument aucun sens. L'histoire, c'est une suite de conflits d'intérêts.
il y a très peu de périodes de l'histoire, de moments de l'histoire, où on a des gens qui sont réellement méchants d'un point de vue purement méchant. Enfin, c'est pas méchant pour être méchant. C'est vraiment une suite de conflits d'intérêts, et le fait d'avoir une opposition bien contre mal dans les films, ça permet évidemment de bien comprendre rapidement les enjeux, mais historiquement, ça brouille complètement la vision qu'on a du passé. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de cette grande pyramide qui nous brouille notre vision du passé à nous tous. Voilà, donc faites attention à ça, ne considérez pas que les gens sont mauvais ou gentils dans les films historiques, c'est juste des gens qui ne sont pas d'accord et qui le font savoir généralement de manière un peu violente. Voilà. Oui, parce qu'un groupe d'archers, avec un officier qui du coup va leur donner l'ordre de tirer. Pourquoi il dit feu? Non, vraiment, prenez le temps d'y penser. Pourquoi il dit feu? Ça n'a absolument aucun sens. Est-ce que les mecs vont devoir sortir un briquet, allumer un feu et tout ça? Non, ça n'a aucun sens, vraiment. Alors d'où est-ce que ça vient? Oui, parce que alors, ce cliché-là, on le voit partout aussi. Dès que les gars doivent tirer avec quelque chose, l'officier qui leur donne l'ordre dit feu. Et d'ailleurs, quand il dit tirer, moi je suis surpris et je trouve ça plutôt chouette. Alors d'où est-ce que ça vient, ce truc de dire feu pour tirer avec des armes? Évidemment, c'est quelque chose de très moderne. Et en fait, c'est les premières armes à feu. Eh bien, il fallait littéralement y mettre le feu à la poudre noire qui était à l'intérieur, pour pouvoir tirer le projectile qui était dans les armes. Et donc pour ça, l'ordre qui était donné, c'était bouter le feu, c'est-à-dire mettez le feu. Et ça s'est abrévié petit à petit avec l'histoire en feu, parce que c'est une syllabe très facile et très compréhensible. Mais du coup, sur un arc, ça n'a aucun sens. Ça ne fonctionne qu'avec les armes à feu. En fait, c'est dans le titre, armes à feu. Voilà. Non, vraiment, prenez le temps d'y penser. Pourquoi dire feu sur des arcs? Et ne me sortez pas l'argument des flèches enflammées, sinon je vais être obligé d'en parler encore une fois. Alors les archétypes des personnages de la Seconde Guerre mondiale, c'est sympa parce qu'on a un peu toujours l'impression de retrouver les mêmes personnages mais dans des situations différentes. C'est un peu comme quand on écoute un conte ou qu'on va voir une pièce de Commedia dell'arte, où on a toujours les mêmes personnages, c'est assez sympa. Donc vous avez par exemple le Bobby qui est le gentil américain un peu frustre, il vient probablement du Texas d'ailleurs, il s'y connaît en chevaux, et puis voilà, il pensait que c'était important pour la liberté d'être là et de vraiment de faire quelque chose. Vous avez à côté de ça, on va l'appeler John. Donc on a John, le SAS, qui a bon cœur, mais qui est un petit peu froid, mais un peu distant, mais c'est parce qu'il est digne, voilà, parce qu'il est anglais, il est un peu coincé, surtout quand on regarde l'américain à côté, il y a vraiment une différence entre les deux, mais ils sont dans le même camp et ils se soutiennent. Vous avez également Hans, l'allemand, qui est probablement nazi, même si tous les Allemands n'étaient pas nazis. Ouais, je connais cette théorie, oui. Bref, Hans est donc un Allemand, tout ce qu'il y a de plus allemand au regard des Américains, c'est-à-dire toujours très carré, très froid, très on suit les ordres et on fait pas attention. Voilà, c'est l'opposition parfaite de l'Américain au bon cœur. Et enfin, vous avez, alors là, les Français. Et donc les Français, non, je vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui sur les Français dans les films américains, on en reparlera un jour. Mais le Français dans les films Seconde Guerre, c'est rigolo parce qu'ils ne savent jamais quoi en faire. Et c'est vrai un petit peu quand on regarde l'histoire, les Français étaient partout. Mais si on cherche pas un peu, on se demande ce qu'ils faisaient. Voilà, parce que un coup ils sont super forts et tuent tout le monde, un coup ils sont cachés dans le maquis et ils font péter des trains, un coup ça collabore, on sait pas trop. Voilà, du coup dans les films américains ils savent pas trop quoi en faire. Les films Seconde Guerre ils sont là, bon je sais pas, mettez deux Français qui commettent des exactions sur des civils, ça c'est bien. Bon, ok. Mettez un Français qui c'est un bon copain et il donne du vin à tout le monde. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Mettez des Français, des civils qui sont contents que les Américains viennent. Voilà, ils savent pas quoi en faire des Français, du coup ils en font à peu près tout et n'importe quoi. Le Français dans les films Seconde Guerre, c'est le personnage qui bouche un peu le truc, c'est le civil random, c'est le truc. Voilà. Et donc vraiment, on retrouve tous ces archétypes dans les films Seconde Guerre. C'est toujours pareil. Et on pourrait continuer longtemps comme ça en fait. Et tous les films sont calqués comme ça les uns sur les autres. Ça n'empêche pas d'être sympa, mais vraiment c'est on est sur du très classique, hein, voilà, on va pas se mentir, c'est très classique, et évidemment très souvent on a aussi une opposition entre le bien et le mal, parce que c'est plus facile à comprendre les enjeux, voilà. J'aurais dû parler des Russes, je pourrais parler des Russes. D'ailleurs, est-ce qu'on va parler des Russes? Non, passons au cliché suivant. Non, parce que les Russes dans les films Seconde Guerre, c'est toujours un peu à part. Déjà, les Russes dans les films Seconde Guerre, c'est souvent dans des films russes. Du coup, on en reparlera de ça aussi.
C'est un petit peu le même délire que les armures. S'il existe des casques, de manière générale, c'est que ça a un sens. Ça sert à protéger la tête. Non mais ça a l'air idiot quand je vous dis ça. Ça sert à protéger la tête. Hein, voilà. Du coup, le héros, personnage important, qui ne doit pas mourir, s'il ne porte pas de casque ou qu'il l'enlève en cours de combat, il a des chances de mourir. Plus de chances que ses petits camarades. Enfin, après, c'est le héros, du coup, le scénario l'aide vachement dans ce genre de contexte. Le mec, il joue un peu en God mode, donc c'est un peu... Voilà. Bref, dans tous les cas, ce qui est rigolo, c'est que dans les films historiques, très souvent, le héros enlève son casque en cours de combat, ce qui n'a absolument aucun sens. Historiquement, quand ça arrive, on a des sources de ça quand ça arrive, mais c'est des trucs exceptionnels, où en fait, la personne qui est sous le casque doit se faire reconnaître des gens. C'est arrivé avec un roi de France, Jean-Michel m'aidera pour ça. Là, il y a un roi de France qu'on croyait mort pendant une bataille et qui a enlevé son casque en disant non, je suis toujours vivant, coucou, voilà, et qui l'a remis après. Donc voilà, c'est à peu près la seule raison pour laquelle on peut enlever son casque pendant une bataille, sinon ça n'a absolument aucun sens. Alors c'est rigolo parce qu'on a plein de casques, c'est le cas notamment dans 3, dont on a déjà parlé, où on voit Achille qui a vraiment l'ouverture énorme sur le casque pour qu'on puisse voir le visage de Brad Pitt, qui est le visage de BG de Brad Pitt. C'est un non-sens complet, parce qu'il faut quand même protéger le visage, c'est le premier endroit qu'on touche quand on est en combat. Et alors pendant très longtemps, alors l'industrie du divertissement est très très forte pour trouver des excuses pour ne pas faire les choses historiquement crédibles. Donc là l'excuse ça a été oui mais vous comprenez, si on fait ça on va pas voir le visage de l'acteur et du coup il y aura pas de personnalité, le personnage n'aura pas de personnalité, le personnage n'aura pas de présence à l'écran, donc on est obligé de faire ça, de pas lui mettre de casque ou d'ouvrir le casque sur le visage. Et comme souvent, ce sont des arguments qui sont complètement à côté de la plaque. Et alors ce qui est rigolo, c'est que très récemment, on a vu sur Disney+, la série The Mandalorian, donc série qui se passe dans l'univers de Star Wars, où le personnage principal garde son casque du début à la fin, et le personnage est quand même extrêmement charismatique, le personnage dégage quelque chose d'exceptionnel, on s'y attache énormément, ce qui est bien la preuve qu'en fait, même avec des casques historiques, on pourrait avoir des personnages très cohérents, très intéressants et très justes, d'autant plus qu'ils sont pas obligés de le garder pendant tout le film. Alors celle-ci, c'est mon petit bonbon à moi, c'est le petit détail des films historiques qui me fait toujours beaucoup rire. Ça va de pair avec les cartons. Alors les cartons, vous savez, j'en ai déjà parlé dans la réserve, c'est ces petits textes explicatifs qu'on a au début des films pour dire voilà, ça se passe à telle époque, à telle date, avec tel et tel personnage, et ça, on essaye de donner une crédibilité historique à l'ensemble. Et souvent, dans, je dirais, le premier cinquième du film qui suit, voire tout de suite après, on a une carte historique pour nous montrer où est-ce que c'est. Mais quand je dis une carte historique, ce qui est très rigolo, c'est qu'elle n'est jamais historique. Déjà, les noms sont écrits en anglais, très souvent, donc ça, c'est pas tellement... Voilà, l'anglais, c'est pas forcément un truc très, très, très vieux. Et puis, c'est les tracés des pays tout à fait modernes. Voilà, les tracés des pays modernes, les tracés de ce qu'on sait aujourd'hui des continents, des pays, etc. Alors qu'à l'époque, ça n'était pas du tout ça. Alors, il existe des cartes depuis très très longtemps. Je crois que la plus ancienne qu'on connaisse, elle est babylonienne de mémoire. Elle est sur une tablette d'argile. Mais ça n'avait pas du tout la même forme, on n'avait pas du tout la même façon de représenter le monde à cette époque-là. Et ce qui est très rigolo, c'est que à la limite, quand la carte est montrée un peu à part du film, pourquoi pas, ça passe, ça permet de mieux comprendre, mais régulièrement, on voit des cartes qui sont à l'intérieur du film, intégrées au film, c'est-à-dire que c'est un personnage qui déroule une carte, ou des personnages qui sont sur une mosaïque, qui dessinent une carte, et qui n'a absolument rien à voir avec les cartes de l'époque. Et je trouve ça assez amusant, même si on va pas se mentir, ça reste un détail par rapport à certains anachronismes qui, pour le coup, sont vraiment à côté de la plaque. Sur une arme à feu, eh bien, il y a toujours du recul. Alors le recul, c'est cette espèce de mouvement, c'est-à-dire quand on tire, il y a un projectile qui part vers l'avant, et nous on part vers l'arrière. Tout simplement. Les armes ont plus ou moins de recul, et parfois il y a des compensateurs sur les armes les plus récentes. Donc du coup, toute arme à feu a un recul, forcément. Et ce qui est amusant, c'est que sur les armes les plus anciennes, alors sur les armes récentes, on le voit pas mal, parce que les Américains ont une notion de ce qu'est une arme récente, et de comment elle fonctionne, et du fait qu'il y ait du recul.
Mais sur beaucoup d'armes anciennes, ils ne s'en rendent pas du tout compte. Ils font pas du tout attention à ça. Et c'est pour ça que quand vous voyez tous les films avec des armes à feu, regardez les films de pirates, regardez les films qui se passent pendant la guerre de sécession, pendant la guerre d'indépendance américaine, il n'y a pas de recul sur les armes, en fait. Et du coup, ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout parce que quand il y a un projectile, il y a forcément un recul sur l'arme. Alors évidemment... pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de recul sur ces armes-là? C'est parce qu'en fait ils tirent à blanc, c'est-à-dire ils tirent sans projectile, et quand on tire à blanc, il n'y a pas de recul. Donc c'est tout simplement pour ça. Alors parfois ils le surjouent, ce qui est très rigolo, mais pas de recul sur les armes à feu dans les films historiques. Maintenant que je vous ai dit ça, vous allez voir que vous ne verrez plus que ça quand vous allez regarder. Les combats sont longs dans les films historiques, alors évidemment c'est génial parce que c'est le héros qui déploie toute son... Il y a l'enjeu, voilà, souvent il se bat contre le méchant, il se passe des trucs, c'est génial, mais en fait dans la réalité ça fonctionne pas. Un combat historique, un combat avec des armes historiques et des armures historiques, ça demande un cardio de fou, ça demande une condition physique qui est... pas forcément délirante, faut arrêter aussi les clichés avec les gros bourrins historiques, ça fonctionne pas du tout, on en reparlera de ça aussi. Non, faut quand même avoir une certaine condition physique pour tenir un combat long, et un combat long c'est épuisant, mais vraiment épuisant, c'est tenir 10 minutes vraiment de pur combat, c'est quasiment impossible, c'est vraiment très compliqué. Donc bon, dans le cas de héros genre Achille contre Hector, c'est des héros mythologiques, on leur pardonne tout, ils peuvent faire des pirouettes s'ils veulent, c'est pas grave. Mais ça fonctionne dans tous les films historiques, y compris avec des humains normaux, donc ça, il faut arrêter en fait, voilà. Donc oubliez dans la réalité les longs combats qui n'ont pas de fin, si ce n'est quand le méchant meurt, parce qu'en fait, les combats, ça va très vite. Voilà. Dans les films, la stratégie est souvent très simple. La stratégie, c'est on doit tuer tous les adversaires, et surtout le gros méchant du film. La tactique, c'est une notion qui n'est pas très bien comprise, je crois. Pas très bien comprise. Alors on en parle souvent, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, à propos notamment des formations, puisque souvent dans les films, vous voyez Alors souvent c'est quand il y a des oppositions, les barbares contre les civilisés, donc les Gaulois contre les Romains, les Germains contre les Romains, les Perses contre les Grecs, je varie un petit peu, n'importe quoi contre les Romains, n'importe quoi contre les Romains, les gentils du Moyen-Âge contre les méchants du Moyen-Âge, on dirait des noms d'émissions américaines. Voilà, c'est toujours des trucs comme ça. Vous avez d'un côté les gens qui courent en hurlant, et de l'autre les gens qui font des formations, qui bougent comme ça, vraiment ensemble, qui vont faire des choses au pas et tout ça. Par contre, dès qu'il s'agit d'arriver au contact, il n'y a plus personne. On a des mêlées complètement informes, où on ne sait plus qui est quoi, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Une bataille historique, il faut savoir que c'est pas juste des gars qui se rentrent dedans et une grosse mêlée pendant 3 heures. C'est déjà parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est impossible de tenir un combat aussi long. Pas possible. Voilà, physiquement, on peut pas. Et, du coup, en règle générale, c'est, tiens, une unité contre une autre, qu'on va faire avancer, puis on va faire avancer une troisième comme ça, puis en fait, la première va se reculer, on respire un petit peu, on va les emmener faire autre chose, etc., etc., et parfois sur des kilomètres et des kilomètres. Donc il n'y a pas de grosses mêlées débiles comme ça, on oublie les mêlées informes, on oublie ça, absolument. Parce qu'une bataille, c'est pas juste des gens qui se tuent, c'est des gens qui occupent un terrain, c'est des gens qui font des choses, c'est une partie d'échecs, voilà. Oubliez les mêlées débiles, oubliez ça. Je leur dirai autant de fois qu'il faudra, mais oubliez-le. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors des clichés un peu qu'on retrouve à chaque fois dans les films historiques, il y en a plein, on en reparlera assez souvent je pense, mais je sais que j'ai oublié le numéro 10. Mais je l'ai pas oublié. Je l'ai pas oublié, c'est le plus important. J'en ai déjà parlé, j'espère que c'est clair dans vos têtes maintenant, mais je vais m'attarder un peu plus aujourd'hui pour vous expliquer ça. Là, c'est une facilité dans les films, pour les costumiers, pour la symbolique, c'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire qu'un film, il y a de la symbolique, on essaye de faire comprendre les choses facilement aux spectateurs. Et pour ça, on va utiliser le bien et le mal. On va utiliser les personnages qui sont très très clichés. C'est ce dont on parlait avec les personnages de la Seconde Guerre mondiale. On va utiliser des batailles qui sont faciles à montrer, c'est-à-dire une grosse mêlée de gens qui se tapent dessus. On va montrer toujours les héros, on va montrer toujours leur visage. C'est un peu en fait le sens de tout ce que je viens de vous expliquer. C'est que les films utilisent souvent, les séries, tout ça,
utilise souvent de la symbolique et utilise souvent des marqueurs très clairs pour que on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Et les costumes, c'est un marqueur très très fort de ça. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'imagination, ils vont se dire, d'accord, on a les pauvres d'un côté, les riches de l'autre. Les riches, on va leur mettre des grosses fourrures, des bijoux, des choses comme ça. Et les pauvres, on va les faire les plus sales, les plus sombres possibles. Mais historiquement, ça n'a aucun sens. Pour une raison très simple, c'est que déjà les sources montrent le contraire. Factuellement, scientifiquement, c'est non. Mais au-delà de ça, c'est que quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui, par exemple, travaille sur un chantier, il va avoir des vêtements qui vont être parfois un peu passés en termes de couleur, des vêtements qui vont avoir des taches, des vêtements de travail finalement, mais il va pas être en guenilles, ça va pas être le clochard du coin. Et ben en fait c'est exactement la même chose pour l'histoire. Vous allez avoir des indigents, c'est-à-dire des mendiants, des sans-abri qui vont avoir effectivement les mêmes vêtements pendant des années et des années et des années, qui n'ont aucun moyen de les laver, de les réparer ou de quoi que ce soit. Et donc effectivement, ils vont être sales, ils vont être crasseux, ils vont souvent être sombres, enfin exactement comme les sans-abri que vous croisez dans la rue actuellement, de nos jours. Mais le paysan du coin qui exploite son champ, il a peut-être pas beaucoup de vêtements, mais il en a, il les entretient, il les répare, il y fait attention, il les lave, il se lave lui-même. Voilà, la notion d'hygiène, c'est quelque chose qui est très documenté dans l'histoire et que l'on retrouve énormément. Donc les costumes sont très souvent colorés, sont très souvent propres, et vraiment, on a une richesse, notamment dans le Moyen-Âge et l'Antiquité, on a une richesse de couleurs qui est absolument exceptionnelle et très notable. Et on le voit dans toutes les sources, dans toutes les enluminures, dans toutes les descriptions, partout. Donc, on oublie, encore une fois, les civils sombres et crasseux, ça n'a absolument aucun sens. Aucun. Du tout. Voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, ce petit top 10. Alors merci encore une fois à notre partenaire Raid Shadow Legends qui soutient la vidéo et qui permet de soutenir la chaîne évidemment. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Celle-là est arrivée un petit peu plus tôt que prévu pour des raisons très bêtes de calendrier. Dans tous les cas, la prochaine, ce sera un histoire appliquée, ou une réserve, ou un nouvel hors-série. Bref, on parlera d'histoire parce que n'oubliez pas que l'histoire est vivante.